Sur la même longueur d'onde. Bonjour et bienvenue à tous à cette toute nouvelle émission de Sur la même longueur d'onde, l'émission du groupe d'entraide mutuelle Nacrantiel, le GMTSA 86, situé à Beaulieu, à Poitiers. On est en direct sur YouTube aujourd'hui et on sera en direct le mercredi 28 avril à 14h, enfin pas en direct du coup, à 14h en différé sur la radio Style FM. Style FM. À Neuville-de-Poitou et à Loudun, 89.7 et 98.1. La radio du Nord-Vienne. C'est donc bien un mercredi 29, comme on me le dit dans mon oreillette par mon service technique. Merci à tout le service technique que je remercie. Aujourd'hui, on est très nombreux, on est très contents et il faut qu'on en profite parce qu'il y a à peu près toute l'équipe, voire même toute l'équipe de radio qui est présente pour cette émission. Donc on est nombreux et ça fait plaisir. Aujourd'hui, à la technique, il y a comme d'habitude Koa. Salut à tous. Salut Koa. Salut Aude. Bonjour tout le monde. Salut Marine. Bien bonsoir. Salut Corentin. Salut Manu, salut tout le monde. Salut Jérôme. Hello. Salut Ibrahima. Salut les petits clous. Salut Aurélie. Oui. Et on a comme invité aujourd'hui Nathalie. Salut Nathalie. Salut tout le monde. Donc on prendra le temps de te présenter tout à l'heure puisque tu vas faire partie de notre premier cobaye pour cette émission, pour une deuxième édition de la question d'un TND. On vous réserve ça dans la suite de l'émission puisque aujourd'hui on a un programme chargé avec vous encore qui avez préparé tout un paquet de chroniques. Et une thématique de table ovale autour des animaux, beaucoup de chroniques autour de ça aussi, donc on va avoir une très bonne émission dans ce sens-là. Je nous souhaite à tous une très belle émission. Merci. Et pour commencer, c'est donc Tristan, toi qui nous a préparé ta chronique TSA, Tristan Sciences Animaux. Hey, salut, ça tombe bien que je te vois, j'ai intérêt à te donner. Quoi? Comment? T'as intérêt à me donner quoi? J'ai intérêt à te donner sur mon nièce. Ton nièce? On dit un neveu, non? Mais non, j'ai intérêt de donner sur mon disque dur à propos de mon intérêt spécifique, IS. Ah! Ça te dit d'en savoir plus sur mon nièce? Yes! Parle-nous de ton intérêt. Spécifique. En préambule de la table ovale sur les animaux et les TSA, j'ai décidé de vous partager ma propre expérience avec mes chiens, entre autres. Tout d'abord, j'ai toujours vécu avec des animaux. Mes grands-parents avaient une ferme. Et de manière générale, mes parents ont toujours eu au moins un chat ou un chien. J'ai donc grandi entouré d'animaux. J'ai toujours été très proche des animaux, bien plus que le reste de ma famille. Je passais des après-midi entières à jouer avec le chien plutôt qu'avec les enfants de mon âge. Vers l'âge de 9 ans, j'allais tous les mercredis après-midi pendant 3 ans faire de l'équithérapie. À mes 16 ans, j'ai eu ma première chatonne, que j'avais nommée Lila, une petite croisée siamoise un peu sauvage. Lorsque j'ai eu mon indépendance à 21 ans, j'ai vécu 1 an sans animaux. Cela m'a fait malgré tout du vide, avant qu'on m'offre Merlin, un chat persan gourmand, paresseux et lunatique. Un peu plus tard, vers 24 ans, après mes études, j'ai adopté mon premier chien, plus exactement ma chienne, Ruby, avec qui je vis toujours aujourd'hui. Ruby est un berger allemand né dans le Morbihan en 2020. Elle est très gentille et bien éduquée, si bien que je peux la promener sans laisse. Néanmoins, elle a tendance à ne pas aimer être surprise, ainsi qu'un certain type d'homme. De plus, elle a tendance à gronder Uriel au moment des repas. Donc, séparation obligatoire au moment des nourrissages. Sinon, elle est très joueuse et affectueuse, et en particulier avec moi. Les bergers allemands n'ont habituellement qu'un maître. Elle est très gourmande, s'adapte facilement, très affectueuse et intelligente. Assez aboyeuse néanmoins, mais pas autant qu'un petit roquet. Elle aime bien juger tout ce que je fais de son regard empreint de curiosité. Ensuite, il y a Uriel, né en 2023, ici dans la Vienne. C'est un husky de Sibérie blanc et doré. Il est étonnamment plus calme que Ruby quand nous sommes à la maison. Il se prélasse sur le lit ou dans sa cachette. C'est un véritable chien-chat. Il peut grimper sur le dossier du canapé pour avoir des câlins. Toutefois, dès qu'on est à l'extérieur de la maison, il devient une pile électrique auto-alimentée. Il est gentil avec tout le monde, voire trop affectueux, très intelligent, il ne lui manque plus que la parole. Il pourrait être le chien parfait s'il n'avait pas autant de mal à rester seul. C'est le fléau de beaucoup de chiens primitifs. Dès qu'ils sont loin de leur maître, ils stressent. Cela va mieux aujourd'hui, mais quand il était plus jeune, je ne pouvais pas savoir quelle bêtise il allait me réserver quand je revenais à la maison. Cela m'a demandé un peu d'adaptation.
avoir des placards qui ferment et mettre la nourriture en hauteur, ainsi que de grandes promenades d'au moins 1 heure avant de partir. Les huskies ne sont pas faits pour tout le monde. En revanche, quand on apprend à s'adapter à eux et à les apprécier, ils deviennent des chiens adorables et très attachants. Uriel aime bien faire des sauts et il est hélas un peu dominant avec les mâles. Il peut se battre avec eux, donc ne doit pas être lâché n'importe où, car il peut partir loin et rentrer chez les gens. Donc la plupart des promenades sont faites en longe longue, malgré qu'il tire beaucoup. Attention aussi aux allergiques, car les huskies perdent énormément leurs poils. Mes chiens sont, au jour où j'écris ces lignes, ce que j'ai de plus cher au monde. Ce sont les enfants que je n'aurai peut-être jamais. Et même si j'en ai un jour, rien ne les remplacera, car ils sont uniques et feront toujours partie de ma famille. Pas celle qui m'a élevé, mais celle que je me suis forgée depuis qu'ils sont arrivés dans ma vie. Ils me tiennent compagnie à la maison, m'empêchent de sombrer trop dans la solitude. Leur amour est inconditionnel. Ils sont fidèles, sont les seuls êtres qui ne m'ont jamais trahi ni déçu, et qui sont toujours là pour moi. Ils sont là pour épancher leur amour loyal. Avec les chiens, c'est donnant-donnant. Je m'occupe d'eux avec bienveillance, et ils me le rendent au centuple. Les animaux, pour moi, ont toujours été une source de bien-être. Rien que de penser à eux me donne le sourire. De façon générale, les animaux sont ma passion, mes intérêts spécifiques, qu'ils soient domestiques ou sauvages, en particulier les carnivores, car ils sont comme moi, mal compris et bien plus gentils et intelligents qu'on ne le pense. Ce n'est pas parce qu'ils mangent d'autres animaux qu'ils sont des monstres, c'est la nature qui les a créés comme ça. Comme moi, ce n'est pas parce que je suis autiste, entre autres, que je suis une mauvaise personne. Bref, je me disperse. Les animaux m'ont aidé à parler aux autres gens, à aller vers l'autre, en partageant ma passion avec d'autres passionnés d'animaux, que ce soit IRL ou sur Internet. Cela m'a aidé à construire ma vie et à rencontrer des gens, ainsi que, comme je le disais plus haut, à garder le moral et l'espoir dans ma vie. Je leur dois la vie, je dirais, sans exagération. Même si ce n'est pas facile tous les jours. Avoir des animaux, c'est une contrainte. Il faut pouvoir les faire garder quand on doit partir un temps, et même avec ça, on ne peut pas partir longtemps. C'est malheureusement la raison de beaucoup d'abandons. Avoir un animal, c'est comme avoir un enfant, on doit s'occuper d'eux. Et pas seulement en leur donnant à manger, à boire et en leur laissant un coin pour faire leurs besoins, non. C'est passer du temps avec eux, jouer avec eux, les stimuler physiquement et intellectuellement, s'occuper de leur pelage, de leur corps, les emmener chez le vétérinaire quand il y a besoin, leur donner de la nourriture de qualité, à boire constamment, un abri sec, chaud et confortable pour la nuit. Mais ne pas oublier non plus que ce sont des chiens. Ils ne mangent pas à table, ils ne mangent pas de sucreries, ils ont des droits et des interdits. Occupez-vous d'eux comme des membres de votre famille. Ils ont les mêmes droits légaux que des humains, mais n'oubliez pas que ce ne sont pas des humains. Bref, toutes ces contraintes sont à ne pas oublier pour votre équilibre et celui de vos amis quadrupèdes, à poil, à écailles ou à plumes. Plusieurs fois, mes chiens m'ont agacé ou contraint au point que j'ai regretté parfois de les avoir adoptés. Mais finalement, ce constat s'est très vite effacé par l'amour que j'ai pour eux et celui qu'ils ont pour moi. Les moments de joie, d'affection, de fête en rentrant. Il faut apprendre à les comprendre et à parler leur langage. Il y a de très bons tutos sur Internet en tapant « éducation canine naturelle » ou « positive » pour les cas des chiens. Mais ça existe aussi pour tous les autres animaux. Ne jamais suivre ce qu'on appelle le dressage traditionnel qui est punitif, mauvais pour l'équilibre de l'animal. Jetez un œil au Violent Mon Maître, trouvable sur Internet. Bref, prenez soin de vos animaux, surtout avec l'été qui arrive. Attention aux tiques, aux puces et aux coups de chaleur. Merci beaucoup Tristan d'avoir partagé ton amour pour tes chiens avec nous. Merci d'avoir su domestiquer ce que sont les animaux et tout de suite une chronique plus sauvage, quoique, c'est la table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. La table ovale est un temps d'échange entre les participants de l'émission de radio. On avait très envie de partager ce qu'on fait au cœur du GEM, c'est-à-dire des moments d'échange, d'écoute, qu'on fait en groupe de parole dans un groupe d'entraide mutuelle, ce qu'on fait nous toutes les semaines ici. Et aujourd'hui, une thématique autour des animaux et autour de la communication. Et pour commencer, on pourrait se poser cette question, en fait, en quoi est-ce que la communication sociale peut être particulière chez les personnes autistes TSA? C'est un sujet, moi, qui me parle pas mal, le lien avec l'animal et surtout la communication, la facilité avec laquelle on a d'échanger et de répondre aux attentes mutuelles que l'on peut avoir.
Donc, pour ma part, effectivement, j'ai eu des animaux dans ma vie, notamment chez mes parents, un chat, et ça a été toujours des liens émotionnels assez forts que j'avais. Et j'ai très peu de peur ou d'appréhension envers les animaux, même sauvages ou quoi, parce que j'ai l'impression de bien les comprendre plus qu'avec un être humain ordinaire, on va dire. L'homme me fait plus peur qu'un ours, par exemple. Alors je me dis que je vais pas faire le malin quand même avec un ours, mais il y a moins d'appréhension, on va dire, de croiser un animal sauvage. Et dans ma vie encore aujourd'hui, je pratique ce qu'on appelle l'aquariophilie, donc l'élevage d'animaux marins, donc en aquarium d'eau douce, avec des crevettes et des néons, des poissons néons. Et c'est quelque chose dans ma vie qui rythme la plupart de mes journées, donc à savoir comment l'écosystème se porte à l'intérieur, bien les nourrir, faire attention au pH. Finalement, ça fait partie de ma routine au quotidien. Et je peux me poser des heures devant mes bacs à regarder les interactions entre les différentes espèces, l'écosystème que j'ai créé. Et il y a un aspect un peu méditatif là-dedans. Donc, on parlait de communication, là, c'est moins présent qu'avec d'autres animaux. Elle se fait à travers la vitre, finalement. Est-ce que je peux leur apporter de ma main d'humain gigantesque à leurs yeux? Mais en tout cas, je communique avec eux dans le sens où j'observe, je comprends qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va justement dans leur quotidien à eux. Et je m'adapte du coup à ces besoins-là. Et c'est un lien que je trouve assez fascinant. Les animaux aquatiques sont vraiment fascinants, à mon sens. Une question, je peux? Oui. C'est tant mieux. Non, je me posais la question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de transposer les observations des schémas que tu fais avec des poissons, par exemple, chez les humains, dans le sens où je peux avoir du mal à voir la différence entre observer des poissons qui interagissent entre eux et des humains qui interagissent entre eux? C'est assez intéressant. Il y a pas si longtemps que ça, j'avais un poisson combattant, notamment, et je l'observe ce que tu racontes à travers les interactions de, comment on peut appeler ça, de conflits d'espace, on va dire. Cette chasse un peu de celui qui aura un petit bout d'aquarium et qui va chasser son voisin ou quoi. Je l'observe également chez les humains. Dans des milieux où l'interaction sociale peut être parfois violente, dans les quartiers par exemple, où là pour le coup j'ai pas mon mot à dire, on va dire, c'est des choses qui me dépassent un petit peu, mais qui pour moi font quand même appel à des principes de vie que je connais dans d'autres systèmes. Ouais. Ça m'y fait penser en tout cas. Et question subsidiaire, est-ce que ça rend ta communication ou ta compréhension de la communication avec les humains plus simple grâce à l'aquariophilie? Je dirais que c'est plutôt cocasse. Je dirais, ça c'est marrant, mes poissons font la même chose, mes voisins se battent par exemple. Je dis, mes poissons ils font pareil pour un petit granulé de bouffe, quoi. Mais au-delà de ça, non, ça reste quand même radicalement différent. Je trouve les codes socio-humains beaucoup plus complexes, parfois contradictoires ou contre-intuitifs en tout cas. Et celui des animaux me paraît beaucoup plus logique à mon sens. En face. Je pense qu'on peut. Parle en face du micro, vraiment en face. Ils sont directionnels ces micros. En fait, t'as le micro qui fonctionne le moins bien, mais tu parles pile devant, c'est nickel. Formidable. alors là, on est bien. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil. On parlait donc de communication. Je pense que ce qu'on peut relever, c'est que la communication pour les personnes TND est déjà un exercice qui est difficile de par plein d'aspects. Et souvent, le principal point de départ, c'est l'incompréhension des codes sociaux et des implicites et de tout ça, qui n'existe pas avec les animaux. C'est-à-dire que nous, on va communiquer principalement de manière orale, la communication verbale, mais qui, malgré qu'elle puisse être directe, si on le veut bien, est très souvent utilisée, notamment dans le monde neurotypique, de manière, avec beaucoup de détours et beaucoup de codes qui nous échappent.
Alors qu'avec les animaux, il n'y a pas du tout cet aspect-là, puisque eux, ils vont toujours droit au but. Déjà, ils parlent pas verbalement, donc c'est à nous déjà de un petit peu connaître leur fonctionnement pour pouvoir comprendre comment eux communiquent avec nous. Et on peut pas faire de détour, parce que si vous mettez des formes pour donner un ordre à un animal, il va vous regarder avec des yeux de biche, voilà, aucun intérêt. Donc forcément, ça simplifie la communication avec les animaux, puisque les règles sont claires. C'est une seule information et il n'y a pas de risque de déformation ou d'implicite. Cependant, il y a des espèces, plus nombreuses qu'on ne le pense, qui sont capables de manipuler, de ruser et d'établir des stratégies, comme les humains en fait. Pourquoi ce serait plus facile à comprendre que comprendre les humains ? Déjà parce qu'il n'y a pas de communication verbale. Parce que la communication verbale rend difficile la communication, puisqu'on a, d'autant plus en français, plein de façons de dire une seule chose. Alors qu'un animal, il va vous faire comprendre qu'une seule chose. S'il est agressif, vous allez comprendre que c'est un comportement agressif. S'il est plutôt posé et réfléchi, vous allez comprendre que c'est posé et réfléchi. Il n'y a pas 50 000 informations dans une façon de communiquer. Oui, mais au même titre qu'on va étudier finalement par passion ou par intérêt, peu importe, les comportements d'un animal ou d'une espèce pour comprendre que quand il fait ça, ça veut dire ça, et que quand il fait ça, c'est plutôt pour ça. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les humains ? Mais parce que l'humain veut pas toujours aller sur de la communication directe, parce que effectivement son cerveau est plus évolué, différemment du moins, et que du coup il va effectivement, on parlait de manipulation, mais de plein d'autres stratagèmes qui permettent d'avoir une communication plus complexe pour servir ses propres intérêts très souvent. Après, l'animal aussi cherche à servir ses propres intérêts, mais son cerveau n'a pas développé cette fonction-là, voilà, de passer par 4 chemins. Et puis de toute façon, même si les animaux qui sont capables de détournement et de stratégie, ça sera toujours plus honnête qu'un humain. Ça sera toujours, de toute façon, il y aura un but précis qui sera assez évident à déterminer. Chez un humain, il y a toujours un peu d'hypocrisie, de détournement, machin, comme ça. Donc, c'est toujours plus facile, plus direct, et dans tous les cas. Je pense aussi que les animaux, les humains, peut-être des fois, quand l'animal ne tue pas par haine de son congénère. Non, c'est ça, non ? Ça peut arriver, mais c'est... Il tue parce qu'il a besoin de manger. C'est ça, c'est pas ça, non ? Alors qu'il y a des hommes qui peuvent tuer par haine. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, quoi ? Oui, alors en fait, là tu parles de prédation. C'est différent du fait de s'entretuer. Des animaux peuvent s'entretuer pour un territoire, ça arrive, ou pour se reproduire avec une femelle. Mais oui, alors après, effectivement, le meurtre entre animaux est forcément beaucoup plus primaire, beaucoup plus naturel que... Il n'y a pas de religion, de politique non. ou de haine, comme chez les humains, chez les animaux, quoi. Il n'y a pas de haine sous-jacente, non. Ça va être pour généralement un but de reproduction ou de territoire ou de choses comme ça. D'accord. Un animal va jamais nourrir une haine sur le long terme. C'est-à-dire que lui, il cherche à assouvir des besoins dans l'immédiat. Certes, on peut entendre des gens dire, comme tu disais Aurélie, qu'il y a des animaux capables de manipulation. C'est pas vraiment de la manipulation. Parce que nous, notre cerveau, il est fait de cette manière-là parce qu'on a des intérêts très complexes. L'animal est beaucoup plus direct. C'est-à-dire qu'il peut peut-être faire un moyen détourné pour arriver à son objectif, mais ça sera toujours dans le but de satisfaire un besoin qui est nécessaire à sa survie ou à son confort direct. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Puis après, que ce soit prédation ou quoi, la nature, c'est la nature. Il y a ni bien ni mal dans la nature. Oui. Et bien le mal, c'est des concepts humains, finalement. Non, ce que je veux dire par là, c'est... nous, comment dire ? Je sais pas comment définir ça. On a bien saisi ce que tu voulais dire et ça a enrichi la conversation. Est-ce qu'on peut faire un distinguo entre un animal sauvage, purement dans l'environnement sauvage, et un animal qui a été domestiqué ? Est-ce qu'on retrouve des différences de comportement ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Un animal sauvage, de toute façon, par définition, il va fuir l'homme. Le fait... Pas tous, il y a des animaux sociaux qui vont aller chercher le contact. Oui, mais généralement, la plupart du temps, l'animal sauvage va plutôt être dans des milieux sauvages où il n'y a pas d'hommes. Enfin,
Après, il y a des exceptions, mais j'ai souvent, pour faire simple, l'animal sauvage est sauvage, donc il va pas vouloir va être avec l'homme. En tout cas, pour l'animal, la domestication, c'est en fait une transformation, on va dire, de comportement qui va être sur plusieurs générations pour donner ensuite finalement un animal qui va être dépendant de l'homme. Je voulais juste terminer par là, c'est que, comme dit Marine, c'est vrai que le jaguar, c'est un grand fan d'Amérique du Sud, il a peur de l'homme. Quoi, c'est ça? Tal m'avait dit, on avait un reportage sur ça, où il m'avait dit, le jaguar, il attaque pas l'homme, généralement, en Amérique du Sud. Est-ce que c'est vrai, quoi? C'est plus complexe que d'en parler là sur le peu de temps qui reste, mais on en parlera tout à l'heure. Si tu veux. D'accord. Et tout à l'heure, on s'intéressera aussi dans la deuxième partie de la table ovale, on parlera aussi de tout ce qui est des notions de médiation animale. On va faire une petite transition. Aude, tu es encore là aujourd'hui pour nous proposer une chronique. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose... Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Ouais. Super. J'utilise bien le micro. Je suis bien allée à l'école du micro. Parfait. Aujourd'hui, je vous propose de vous lire un conte pour enfants que j'ai écrit il y a quelques années, que j'ai fait lire à 3 personnes, dont Jérôme qui est là. Et donc, vous êtes donc la première lecture publique. Je vais vous demander de l'indulgence et surtout vous dites bravo à la fin, même si c'est nul. Pas de souci. Alors. On m'entend mieux? Ouais. C'est très bien. On t'entendra mieux comme ça. Ouais, c'est important en plus, il ne faut pas qu'on coupe des mots. Voilà. Il était une fois un beau prince qui s'appelait Niki. Mes lunettes tapent contre le micro et je ne vois plus sans mes lunettes. On recommence. Il était une fois un beau prince qui s'appelait Niki. Niki avait tout ce que les princes doivent avoir. Une grande armure avec un casque qui brille, un bouclier avec les armoiries de sa famille et une grande épée pour défendre son pays. Son pays, c'était le pays de la vallée. Les terres y étaient très riches et le blé y poussait avec abondance. Tous les autres pays jalousaient ces terres vertes où tous les habitants étaient heureux. Des pays voisins, celui qui posait le plus de problèmes était le pays des monts. Tout là-haut, près du ciel et des nuages, seule l'herbe poussait. Il était donc fréquent que les chevaliers du pays des monts descendent dans la vallée pour voler les récoltes. Niki décida de s'y rendre par un beau matin. Il voulait découvrir pourquoi ces gens qui ne faisaient pas pousser eux-mêmes leur propre blé. Il alla donc voir un paysan pour lui emprunter des vêtements et ainsi cacher qu'il était un prince. Habillé ainsi, il put sortir de son pays et pénétrer dans les forêts des pays des monts. Il grappa encore pendant des heures jusqu'à arriver dans une clairière. Alors qu'il profita de nouveau de la lumière du soleil, il sentit 2 grandes serres lui attraper les épaules et le soulever dans les airs. Le vol durera pendant une vingtaine de minutes, durant lesquelles il vit le paysage défiler sous ses pieds. Puis, l'oiseau déposa Niki dans un grand nid tout en haut d'une montagne et disparut dans les airs. Niki fit le tour du nid, mais dut se résigner. Il était incapable de descendre du nid tout seul. Incapable de faire quoi que ce soit de plus, il se mit à hurler de colère et de rage aussi fort qu'il le put. Non loin de là, le prince Yves, fils du roi et de ses terres, était en pleine ascension. Son passe-temps favori était d'escalader les falaises du pays de son père. Bien sûr, il devait s'entraîner de longues heures au maniement de l'épée, mais il détestait ça et son maître se désespérait. Dès les leçons finies, il prenait ses cordes et ses mousquetons et il fila dans les montagnes où il passa le reste de la journée à atteindre des sommets toujours plus hauts. Quand il entendit les échos des cris de Niki, il n'hésita pas un instant. Il rejoignit les terres fermes et se rua dans la bonne direction. Quand il arriva au pied du rocher où Niki était bloqué, il ne lui fut que quelques minutes pour escalader la montagne. Le prince Niki était réellement ému et il ne put s'empêcher de serrer très fort dans ses bras son sauveur. Puis ce dernier lui demanda de s'accrocher fermement à son dos et ils redescendirent ensemble au pied du rocher. Ils rentrèrent main dans la main au château du pays des rois des monts. Le roi et la reine accueillirent leurs fesses. Le roi et la reine accueillirent leur fils avec émotion.
Enfin, il avait fait preuve de courage et utilisé ses compétences pour sauver quelqu'un. La reine finit par reconnaître le fils de leur ennemi, mais au lieu de se fâcher, elle fit confiance à l'amour qu'elle vit dans les yeux de son fils. Elle et son mari accepta les excuses de Nikki ainsi que ses promesses de paix et à une condition. Accueillir les parents de Nikki, le roi et la reine des pays de la vallée le mois suivant afin de célébrer les noces des deux jeunes hommes. Ces derniers étaient très heureux que leurs parents acceptèrent leur union malgré les nombreuses années de guerre. À la mort de leurs parents, Nikki et Yves régnaient ensemble sur les deux pays à nouveau réunis. Ils étaient très amoureux et vécurent main dans la main jusqu'à la fin de leurs jours. Bravo. Merci d'avoir écouté. C'est ça aussi que j'aime, c'est l'occasion de partager ce qui nous plaît avec les autres tout en faisant des premières expériences. Merci beaucoup Aude. Merci à vous de m'avoir écouté. Et Aude, on s'était dit que tu pourrais enchaîner à questionner donc cet individu qui se trouve autour de la table. Donc Nathalie. Qu'on a invité. Bonjour Nathalie. Bienvenue dans l'émission. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous un petit peu, présente-toi. C'est ton tour. Eh bien moi, Nathalie, je suis encadrante technique au sein de l'association Pourquoi pas la ruche. Et c'est quoi Pourquoi pas la ruche? Alors, Pourquoi pas la ruche est une association sociale et solidaire qui fête ses 40 ans cette année, qui est présente sur le quartier des Trois Cités et maintenant sur Beaulieu avec la boutique de vêtements que je dirige, puisqu'on a déménagé cette boutique voilà maintenant 1 an. Donc ça nous permet d'être sur un deuxième quartier prioritaire de Poitiers. Ok. Hein, alors Pourquoi pas la ruche, c'est deux activités essentielles. La première, un espace de vie sociale, ce qui a été la raison de la création de cette association, pour permettre aux gens du quartier d'avoir un lieu où se retrouver, créer des activités, partir en séjour, partager des temps. Il y a un jardin aussi dont les bénévoles s'occupent. Super. Et puis le deuxième secteur d'activité concerne le chantier d'insertion, où là il s'agit d'accompagner des gens vers le retour à l'emploi. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont été au moins 1 an sans travailler et rencontrent des freins. Alors après, chacun son histoire. Hein, les rencontres des freins pour revenir dans le monde du travail. Le chantier d'insertion sur un temps partiel leur permet de se réapproprier les codes du travail, on va dire. Se lever le matin. Et voilà, les savoir-être et les savoir-faire de base. Réapprendre à se lever le matin, écouter des consignes, mener une activité, recréer du lien social avec ses collègues. Voilà, ce sont des parcours qui durent 2 ans. Alors, Pourquoi pas la ruche? On a 4 activités sur le chantier d'insertion. Une boutique de vêtements seconde main, donc à Beaulieu, que vous connaissez bien. Oui, on est tous habitués, je crois. Voilà, un restaurant, un atelier couture et une blanchisserie. Super. Bah, merci d'être là, en tout cas. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Et puis, on a plein de questions. Donc, je passe surtout une, je crois. Qui va? Aurélie. Non, mais je vais m'y coller. Alors, non, mais déjà, évidemment, merci d'être là. Je suis ravie qu'on se croise quasiment toutes les semaines et je te vois. Enfin, on peut t'observer effectivement, être dans ce qu'on appellerait le social, puisque tu communiques avec beaucoup de gens. On passe du temps autour d'un café ou quoi, dehors à discuter. Et je me posais une question parce que nous, les personnes autistes et autres TND, on a, comme on l'a dit depuis le début, des difficultés en communication sociale, difficultés que visiblement tu ne vis pas, et donc c'est intriguant et on avait hâte de te demander, est-ce que tu connais les raisons précises, est-ce que tu pourrais nous les expliquer, pour lesquelles chaque personne qui croise, tu as envie de lui demander comment ça va et de parler avec cette personne, même si visiblement tu la connais pas toujours? Tout simplement, très bonne question à laquelle j'ai jamais réfléchi. Vous m'avez prévenu d'entrée de jeu, j'allais être cobaye, je suis cobaye. Et c'est quand même compliqué de répondre à cette question, Aurélie, parce qu'effectivement, je suis animé comme ça. Évidemment que j'aime l'homme, j'aime l'humain. Donc, dans tout ce qu'il représente. Et si je fais un parallèle avec le sujet des animaux, l'humain, le sauvage, le domestiqué ou tous les humains m'attirent. Donc effectivement, j'ai ce besoin naturel d'aller à la rencontre des personnes et la création de liens sociaux est quelque chose qui m'anime. Que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Aller à la rencontre d'eux, se permettre de découvrir aussi des personnes différentes.
justement. Et là, par exemple, je tiens aussi à dire que par rapport à vous, c'est un certain nombre que je croise régulièrement. Parmi vous, il y a des personnes pour lesquelles j'ai repéré qu'effectivement, le bonjour, je dois travailler sur moi, ne pas y aller aussi fort que d'habitude. Ne pas rentrer dans le tas. Voilà. D'autres avec qui, en effet, je peux me permettre. Et vous êtes un certain nombre aussi à me surprendre. Parce qu'en fait, vos difficultés, pour beaucoup d'entre vous, je n'arrive pas à les palper. Et là, ça me demande une réflexion. Voilà. J'en ai même parlé aux filles dans la boutique, par exemple. Moi, par rapport à ta présentation, il y a une chose qui me marque, c'est que tu dis, toi, t'aimes rencontrer des gens et tout. Et ce que j'ai remarqué chez les adhérents, c'est que ça peut être aussi le cas. Et que peut-être la subtilité dans ta question, c'est comment est-ce que tu arrives à faire du small talk? Le small talk, c'est parler de la pluie, du beau temps, pour entrer en contact. Comment est-ce que c'est utile pour toi de parler de la pluie et du beau temps avec les gens pour entretenir une relation? Mais en fait, vous voulez que je passe un week-end de dingue à me questionner tout le week-end, à me... Bienvenue dans notre monde où on se pose ce genre de questions tout le temps. Alors, je sais pas répondre vraiment, hein. Si ce n'est, alors, est-ce qu'il y a aussi une déformation, alors moi, dans ma profession aujourd'hui, voilà, je suis encadrant technique, hein, pourquoi pas la ruche. Donc effectivement, je travaille dans le social, donc avec aussi un autre regard là dans l'humain, accueillir, parce que moi-même, hein, dans le public que j'accueille, dans les salariés qui arrivent, il y en a qui peuvent présenter aussi ces problématiques de difficultés. Bon, voilà, donc il faut quand même que j'aborde tout ce spectre de la communication. Mais après, d'une manière naturelle, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, pourquoi parler de la pluie et du beau temps avec tout le monde? Pourquoi Alors, il peut y avoir une déformation professionnelle, pas dans le social du coup, mais dans le commerce, le côté commercial, qui fait que, effectivement, je vais... rassurez-vous, hein, quand je vous vois, c'est pas les billets que je vois. mais en tout cas, il y a cette aisance, effectivement. Là, je l'ai appris à aller vers l'autre. Et spontanément aussi, là, je vais même pas l'interroger, c'est à nouveau le cœur qui parle, hein. C'est que je crois que plus jamais dans notre société, et moi je tiens au quotidien ça à le nourrir, aller spontanément vers quelqu'un et prendre le risque de lui offrir un sourire qui va lui faire du bien, ou de l'interpeller pour lui parler de tout et de rien, mais qui va le sortir à un moment donné de beaucoup de difficultés, ne serait-ce qu'un instant, pour moi c'est ça y est, j'ai fait ma journée. Non, c'est beau. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce petit temps. Super. Donc, est-ce que tu as envie de partager quelque chose qui te fait plaisir à notre radio? Le partage, c'est d'être dans le présent, et qu'aujourd'hui, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Décidément, vous êtes des voisins importants sur ce quartier de Beaulieu, et vous le serez de plus en plus, du coup. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Vive le monde humain et vive les animaux aussi, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour remercier le monde humain, il y a Jérôme qui a écrit Neurorama et dont on enregistre régulièrement. Alors ce matin, toute l'équipe était réunie pour enregistrer les épisodes que vous allez écouter au mois de mai et au mois de juin. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 14, le 15, voilà, j'avais pas modifié ma fiche. Et donc aujourd'hui, nous vous présentons l'épisode 15 de Neurorama. Neurorama. Un voyage dans un espace-temps où le présent est dépassé et où le futur reste à venir. Neurorama, un délire fugace au pays des songes où se confondent réel et imaginaire. Neurorama, une plongée intérieure dans les limbes de ta conscience. Neurorama, une odyssée intersidérale entre comique et cosmique. Bienvenue dans l'univers spirituel de Neurorama.
Dans un espace-temps impossible à déterminer, depuis que j'ai réalisé que le gars Alexis n'était pas le capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas notre gars Alexis. Mais alors tu es qui, Capitaine Flamme? D'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Nous retrouvons donc nos héros préférés qui se sont lancés un passionnant défi dans ce monde pas encore assez subtil. Ils ont en effet l'intention d'installer Lucie, le neuroreconfigurateur, et sa descendance dans toute la France avant d'envisager de le faire sur toute la planète Dir. Ils doivent en effet nettoyer l'espèce humaine, mais la tâche de neurotypie est considérable et ils ont beau frotter, ça ne part pas aussi facilement. Leur voyage a démarré en Bretagne, berceau de la consommation de boissons fermentées, et il doit se poursuivre aux quatre coins de l'Hexagone. T'es-tu d'accord avec ça, Capitaine Flamme Alexis? Résumé de l'épisode précédent. Le professeur Sperger et son équipée sauvage ont entamé en Bretagne la mission de neuroreconfiguration de masse que la ministre de la Désinteraction sociale leur a confiée. Ils réalisent bien vite que leurs moyens techniques sont très limités et ils cherchent donc des solutions pour accélérer le processus. Épisode 15. Un peu de génétique, ça vous dit? De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Professeur, j'ai très mal dormi et je me suis posé une question existentielle cette nuit. Alléluia! L'esprit du château a frappé très fort jusqu'à révéler enfin notre cher Alexis. Profitons-en, car ça n'arrive pas si souvent. Je t'écoute, mon cher ami. Ne m'avez-vous pas dit un jour que la génétique avait une part prépondérante dans l'autisme? Ah, j'ai dit ça, moi? Ah, me taquinez pas, professeur. Vous savez bien que je suis incapable de faire la part des choses entre ce qui est faussement vrai et ce qui est réellement faux. Pardon, Alexis. Oui, effectivement, les recherches progressent et mettent en avant des éléments implacables sur l'héritabilité de l'autisme. L'héritabilité? J'ai mal dormi, mais je ne pense pas être aussi héritable que ça. Héritabilité, Alexis, et non pas irritabilité. Ça veut dire que la génétique prend effectivement une part prépondérante dans l'autisme. Mais ce n'est pas pour autant ce qui le caractérise complètement. D'autres facteurs rentrent en compte, tels que l'environnemental, par exemple. Du coup, ça sert à quoi de neuroreconfigurer la population mondiale? Les neurotypiques ne pourront jamais avoir nos caractéristiques génétiques. En tout cas, pas que je sache. Tu as entièrement raison, Alexis. Ta remarque est très pertinente. Mais vois-tu, à défaut d'offrir notre part d'autisme à l'humanité, on peut déjà la débarrasser de cette neurotypie qui a fait tant de dégâts sur notre Dir. Et du coup, ils ne seront plus vraiment neurotypiques, mais ils ne seront pas pour autant autistes. Wouah, c'est compliqué la génétique. Eh oui, c'est le concept du génome brutal, mis en avant par un autiste célèbre, Jérôme Brual. Mais tu t'y connais en génétique, Ophélie? Je ne savais pas que le sujet t'intéressait. Eh oui, c'est parce que ma cousine a fait une condition sur des vitraux pour avoir un enfant. Moi, je suis ouverte à tout, mais faire ça dans une église quand même, franchement, il y a des limites. What? Oui, prudence. Je pense qu'elle parle de fécondation in vitro. Avec Ophélie, il faut traduire parfois. Oh, moi j'aimerais bien te donner une fessée dans un confessionnal, ma pécheresse adorée. Ah oui, vu sous cet angle, ça ne serait pas un péché en plus. Excusez-moi, mais ce serait pas de l'eugénisme, ça? Une gentille fessée ne peut pas être de l'eugénisme, voyons. Oh mais non, Alexis. Je pensais à la neuroreconfiguration obligatoire de la population afin de la rendre plus atypique. Oui, tu as raison. Et alors? Moi, pas d'accord avec vous, cher confrère. L'homo-eugénismus ne nettoierait pas Homo neurotypicus, il exterminerait purement et simplement pour qu'il ne reste plus que sur Dir que les Homo atypicus. Il chercherait à purifier ce qu'il considère déjà comme étant la race supérieure. Oui, vous avez aussi raison, cher confrère, mais cela pourrait tout de même être déjà considéré comme éthiquement discutable. Mais bon, la recherche fait des progrès considérables et il est difficile aujourd'hui de savoir où se trouve réellement la frontière entre ce qui est éthiquement acceptable et ce qui l'est pas. C'est très compliqué de savoir où placer le curseur. Imaginez qu'au début du XXe siècle,
La médecine est proposée aux femmes enceintes de réaliser une prise de sang pour détecter les marqueurs sériques de la trisomie 21. Ça aurait permis d'effectuer une sélection de naissance. Du coup, l'opinion publique aurait à juste titre hurlé au scandale. De nos jours, ça pose pas le moindre problème. Oui, Gwenaël, vous avez raison. Mais nettoyer aujourd'hui l'humanité de cette neurotypie relève plus d'un acte d'utilité publique que quelque chose d'inacceptable. Vous ne croyez pas? Bon, oui, si vous le dites. Considérer les trisomiques comme des sous-hommes, c'est vraiment dégueulasse. Ils ont certainement plus d'amour en eux que n'importe quel connard neurotypé. Celui qui n'a pas vu le 8e jour ne peut pas comprendre ça. Le 8e jour? Yes, le film de Jaco Van der Mel avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne racontant le lien improbable qui va se créer entre un homme d'affaires dépassé par le rythme de sa vie et une jeune trisomique un peu beaucoup rêveur. L'idée principale du film était de démontrer comment on peut retrouver le fil de sa vie à travers le regard différent de quelqu'un d'autre. Une belle rencontre que seul l'univers peut provoquer. Dieu aurait créé Georges, une jeune trisomique de 8e jour de la création du monde, pour mettre symboliquement en valeur les différences qui ne doivent pas nous faire peur, mais bien au contraire, de laquelle on doit se nourrir. Eh bien, moi aussi, j'ai adoré ce film, et vous en parlez divinement bien, chère Prudence. Merci Romain, mais on s'éloigne un petit peu du sujet de départ là, il me semble. Alexis se questionnait sur le fucking aspect génétique de l'autisme et nous avons dangereusement dévié vers le fucking délicat débat de l'éthique dans la science. Merci Prudence, c'est bien d'avoir un cadre supérieur dans l'équipe. Ça permet de recadrer les choses justement. Comment peut-on alors affirmer que l'autisme est en partie génétique et non pas que environnemental et épigénétique par exemple? La recherche, Alexis, la recherche. Je vois le simple fait de constater qu'il pouvait y avoir plusieurs cas dans une même fratrie ou sur plusieurs générations d'une même famille a permis d'orienter les recherches. Des recherches qui ont démontré que la mutation de certains gènes provoquait des anomalies synaptiques pouvant expliquer notamment les troubles du spectre autistique ainsi que d'autres troubles neurodéveloppementaux. Les synapses étant les zones de contact entre les neurones, on peut alors mieux appréhender les particularités cérébrales autistiques. Mais pourquoi ces anomalies? Des études ont démontré qu'au moment de la naissance, un niveau en chlore trop élevé au niveau neuronal perturberait les neurones GABA, qui sont des neurotransmetteurs chargés notamment de réguler l'activité électrique du cerveau. Avant l'accouchement, ce niveau élevé en chlore stimulerait le développement neuronal et l'activité cérébrale. Mais lors de l'accouchement, une hormone maternelle appelée l'ocytocine ferait chuter ce taux de chlore neuronal afin notamment de protéger le cerveau du nouveau-né du stress de l'accouchement, mais aussi et surtout afin de permettre un bon développement neuronal après la naissance. L'ocytovite, vous dites? Waouh, mais c'est si rapide que ça! C'est super pointu votre histoire de chlore dans les neurones là. Je comprends mieux pourquoi j'ai jamais aimé aller à la piscine. Ça devait certainement être un réflexe instinctif de survie. Non, c'est juste que tu n'aimais pas nager parce que cela te demandait un effort d'apprentissage trop important, certainement dû à un déficit de tes fonctions exécutives. Bref, je continue. Donc, si cette régulation en chlore ne se fait pas correctement, cela cause des perturbations neuronales qui conduiraient ainsi l'enfant à développer des troubles autistiques. Ah mince, je dois avoir une montée de chlore dans les neurones car je commence à avoir mal à la tête là. Non, ça c'est juste dû à un trop plein d'informations. Je continue. Les troubles autistiques seraient donc la conséquence d'un dysfonctionnement cérébral consécutif à des mutations de gènes, cet excès de chlore pouvant s'expliquer par exemple par une carence au moment de l'accouchement en ocytocine, hormone maternelle censée réguler tout ça à la naissance. Ok, j'ai compris, professeur. Non, tu n'as pas compris. C'est juste que tu veux que je m'arrête de t'expliquer. Donc, je continue. Ce dysfonctionnement cérébral prendrait alors plusieurs formes, telles que la difficulté à effectuer l'élagage synaptique qui permet l'organisation des circuits de l'information en éliminant ceux qui sont inutiles pour favoriser ceux qui sont essentiels. Et cet élagage se fait chez les autistes, mais moins rapidement que chez les individus classiques. Purée! Vous êtes pointu sur le sujet, professeur. Non, c'est juste que ça m'intéresse. Je continue. Cet élagage ne se faisant pas correctement et tout le reste pourrait expliquer les fonctionnements autistiques et les particularités cognitives qui sont les nôtres, telles que la cohérence centrale ou le déficit de cohérence centrale, qui fait que nous fixons sur les détails au lieu de voir une vue d'ensemble des choses, les spécificités sensorielles qui font que nous ressentons peu ou trop ou pas du tout les stimuli, les difficultés sur le plan des fonctions exécutives qui ne nous permettent pas de gérer correctement sur un plan organisationnel, et enfin, last but not least, un grave déficit de la théorie de l'esprit qui permet de déterminer les états mentaux de soi-même ou des autres, et donc d'adapter son comportement
simplement en fonction de l'état d'esprit de l'autre. Bon, je ne maîtrise pas vraiment le sujet, alors il est possible que ma démonstration ne soit pas tout à fait juste ou complète. Je te prie de m'excuser pour cela. Passionnant, mais terriblement fatigant. Je crois que je vais aller faire une sieste. Ah non, c'est pas l'heure d'aller faire la sieste. J'ai fini. Merci, professeur, pour cette belle démonstration scientifique. Ah je comprends mieux mes difficultés sociales maintenant. Non, ce ne sont pas des difficultés sociales, mais juste une façon de raisonner qui est différente. Et cette démonstration scientifique reste le point de vue de chercheurs neurotypiques. Cela dit, c'est plutôt pertinent sur le fond. Mais sur la forme, je me permettrai d'émettre quelques réserves si vous le voulez bien. C'est-à-dire, professeur ? Eh bien, l'histoire nous a montré à maintes reprises qu'un raisonnement neurotypique nous menait droit dans le mur. Le mensonge, les non-dits, les conventions sociales, le conditionnement à l'extrême ont conduit le monde dans l'impasse. L'être humain a aujourd'hui atteint un niveau d'égocentrisme surdimensionné qui l'a mené à sa perte. Homo neurotypicus a enchaîné toutes sortes de catastrophes et de saloperies. L'esclavage et l'exploitation de ses propres frères, conduisant à la haine généralisée. L'appât du gain conduisant inexorablement à la guerre et à la destruction de son environnement. Et bien sûr, pour couronner le tout, un déni total de son œuvre. Ces mutations génétiques qui ont permis l'avènement de l'autisme sont peut-être finalement un acte divin afin de provoquer enfin le salut de l'espèce. La personnalité autistique, dénuée de tout calcul, de tout conditionnement, serait alors simplement l'évolution logique de l'homme dans l'univers. Tu as raison, mon cher ami. L'autisme n'est pas un dysfonctionnement cérébral comme les neurotypiques voudraient nous faire croire, mais plutôt une nouvelle étape pour mener Homo conscientius sur la voie de la sagesse et pour le conduire au plus près de son créateur. Espérons juste qu'il ne soit pas trop tard. Wow! Je savais que j'allais travailler avec des pointures, mais là, ça dépasse toutes mes fucking espérances. Quel pied! Je vous l'avais bien dit, Prudence. Quand je vous disais que le professeur Sperger m'avait pris sous son aile, j'ai compris que ce n'était pas parce qu'il était un oiseau, mais tout simplement parce que c'est un scientifique de haut vol. Je confirme. Quelle démonstration de bon sens. Je n'ose même plus écrire quoi que ce soit après ça, au risque d'être ridicule. Mais bon, il me faut bien clôturer cet épisode tout de même. Alors tant pis, je me lance. Pensez-vous qu'il y a des fondations sur les vitraux ? Bof. Pensez-vous que nos neurones font du chlore à chlore avec nos synapses ? Ah, c'est mieux. Êtes-vous d'accord avec l'idée que l'autisme soit la panacée de l'humanité ? Ou au contraire, pensez-vous que la neurotypie n'a pas encore connu de panacée ? Ouais, c'est bon ça, continue. Si le professeur est un scientifique de haut vol, pensez-vous qu'il va adhérir un jour ? Alors là non, tu sors. Bon, je pense que ça suffit pour cette fois-ci. Je ne voudrais surtout pas vous détourner de votre quête suprême, suivre jusqu'au bout votre série préférée qui fait travailler vos muscles zygomatiques et qui met une grosse claque à vos synapses. Neurorama 2. Le GEM TSA 86 Nacranciel vous a présenté Neurorama 2 dans une autre dimension. Une récréation originale de Jérôme Brual avec Aurélie Gaillou dans le rôle du professeur Nicolas Sperger, Corentin Boucherie dans le rôle de Alexis Zoffren, Doriane Deparoy dans le rôle de Ophélie Printemps, Manuel Vaury dans le rôle de Gwenaël Le Floch, Romain Goulon dans le rôle de Romain Boulon, Tristan Hamon-Delaunay dans le rôle du professeur Wolfgang Loupechkou, Marine Morel dans le rôle de Prudence Orsewell, Jérôme Brual dans le rôle du narrateur, avec Lucie, le neuroreconfigurateur. Technique et montage, Romain Goulon.
Nous sommes de retour. Nous sommes de retour sur l'émission de radio sur la même longueur d'onde, toujours l'émission du GMTSA de Poitiers. Et oui, ça n'a pas changé en une pause musicale. De retour pour cette deuxième partie qui va donc commencer par la chronique Chevaux de Marine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ma troisième chronique, je vais vous parler des fausses croyances qui persistent autour des chevaux. Alors je vous entends déjà vous plaindre. Oh non, elle va encore nous barber l'autre avec ses canassons. Ce à quoi je vous répondrai. Alors déjà, calme-toi espèce de moldu. Et ensuite, je te dirais qu'avec 4 jambes et une vitesse de pointe qui rendrait jaloux Usain Bolt, franchement, on peut pas tellement considérer que ce soit bancal comme une canne. Et rien de validiste dans ce que je vous dis là, hein, je vous rassure, on aime beaucoup les estropiés aux gemmes, de toutes sortes. Et sachant que leur communication est principalement basée sur autre chose que les vocalises, eh ben, je trouve ça très inapproprié de les appeler des canassons. Voilà. Moi, je vous fais une proposition alternative. Être majestueux qui slay. Bon, d'accord, ok. Je suis pas très impartiale. Mais je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce petit moment d'égarement. Je vais revenir tout de suite aux fausses croyances. Et c'est parti. Jouons tous ensemble à un petit jeu. Ce sera un format question-réponse. Alors vous aussi, de chez vous, essayez de ne pas vous faire avoir. Alors, donner du pain aux chevaux. Les chevaux de ton voisin, bonne ou mauvaise idée? On sait pas? Non, mauvaise, il n'y a pas à réfléchir. Vous savez pourquoi? Bah déjà, le pain, c'est constitué de quoi? De farine de blé, principalement, on est d'accord. Et le blé, bah c'est pas digeste pour le cheval. Donc déjà, rien que ça, c'est pas top pour son confort digestif. Ensuite, si votre pain il n'est pas assez sec, le risque de bouchon œsophagien est très grand, donc d'étouffement. Mais si au contraire votre pain est bien sec, alors le risque de colique peut exister, car en se réhydratant au contact des sucs digestifs, il peut former une pâte qui va créer des bouchons intestinaux. Et enfin, gardez bien à l'esprit que l'on donne aucun aliment, quel qu'il soit, à un animal sans l'accord de son propriétaire. Le risque sanitaire existe avec tout aliment possible. Déjà car on ne connaît pas toutes les spécificités digestives de tous les animaux que l'on croise, et puis même si c'était le cas, nous ne connaissons pas les antécédents médicaux de chacun des individus. Donc quel que soit l'aliment, qui semble très inoffensif ou non, comme une carotte par exemple, ça peut être très problématique pour un animal qui aurait des problèmes d'assimilation du sucre par exemple. Rien qu'une simple poignée d'herbe pourrait être dangereuse. Alors oui, le cheval en mange toute la journée, je vous l'accorde. Mais quand ils l'accueillent eux-mêmes, ils sont capables de savoir laquelle sont bonnes pour lui. Mais si on lui cueille, la plante elle a moins d'odeur et le cheval a moins la capacité de sentir si elles sont bonnes ou pas pour lui. Et vu que le cheval fait très facilement confiance à l'humain, il mangera cette herbe de bon cœur sans se rendre compte qu'il est en train de s'intoxiquer. Allez, on enchaîne avec la deuxième fausse croyance. Punaise, j'ai froid ce matin en me promenant. Mais quelle est donc cette propriétaire horrible qui n'a pas mis de couverture à ses chevaux? Eh bien, détrompe-toi, Jamy. Le cheval a un seuil de tolérance aux écarts de température plus forte que nous. Donc nous, pauvres humains, sommes à l'aise entre 19 et 25 degrés, soit seulement 7 degrés de confort, c'est très peu. Pour les chevaux, eux, c'est entre 5 et 25 degrés. Et ça ne veut pas dire qu'en dessous de ça, le cheval a besoin d'être couvert. Non, non, non. Ça veut simplement dire que pour s'adapter à des températures en dessous, le cheval a besoin d'une alimentation plus riche, d'avoir accès à des endroits secs et d'abris pour se couper du vent. Son poil imperméable l'hiver
recouvre son cuir très épais et le protège donc si on lui offre des conditions de vie adaptées. Ainsi, très rares sont les chevaux qui ont besoin d'être couverts dans nos pays tempérés. Hors pathologie le justifiant, bien sûr. Allez, on en fait une petite dernière pour la route ? Les chevaux peuvent être cravachés pour courir plus vite car ils ressentent moins la douleur que nous, avec leur cuir épais. Faux, archi faux. Celui qui a pensé ça, ça va pas du tout. Grâce à un outil doté de filaments et de protocoles scientifiques, on sait aujourd'hui que la sensibilité tactile du cheval, elle est très, 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 très haute. Il ressent par exemple la présence d'une simple mouche sur son dos. Donc minimiser sa douleur aujourd'hui, ce n'est qu'un moyen pour justifier la cruauté qu'on lui impose depuis si longtemps, juste pour le profit et l'amusement de l'humain. Alors par pitié, arrêtez de regarder ou pire, de parier sur des courses hippiques. C'est bien la filière la plus atroce dans le monde du cheval. Et participer à ce business ne fait que prolonger la souffrance des chevaux. Au passage, rip à Gold Dancer, le cheval de course qui a été euthanasié à la suite de sa fracture du dos lors de sa dernière course il y a quelques jours. Donc voilà, sur ces gaies paroles, je vais rendre l'antenne. Je vous remercie d'avoir porté une oreille attentive à cette chronique Tagada. Et j'espère que vous transmettrez à votre tour tout ce que vous avez appris aujourd'hui aux personnes qui sont autour de vous. Vous partagez mes connaissances sur ces êtres incroyablement incompris que sont les chevaux, est pour moi un vrai privilège. Alors je remercie encore une fois le GEM TSA 86. Merci à Style FM pour leur créneau. Et merci surtout à vous, chers auditeurs. À très bientôt. Et merci à toi, Marine, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et je pense qu'on ne pourra pas arrêter les courses de chevaux, les turfistes. C'est un trop gros business et on ne pourra pas supprimer ça comme ça, quoi, Marine, quoi. C'était pas le sujet. Merci. Il y a moins de gens pour parier, il y a moins de gens pour aller courir. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est l'appel au boycott. L'appel du gain. L'appel au boycott que propose Marine, qui est présent aujourd'hui. C'est Merci pour tout. On va enchaîner, Ibrahima, Ah tout ouais. de suite sur la prochaine table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. Dans la première partie de l'émission, lors de la table ovale, on a échangé de passion, de relations, en quoi les relations sociales pour une personne TSA sont en fait parfois aussi plus simples avec les animaux, du fait qu'il n'y ait pas ces enjeux de manipulation, d'interprétation qu'on peut retrouver chez les humains. Et sur cette deuxième partie, on avait envie d'échanger avec vous toutes les notions de médiation animale, et notamment avec toi aussi, Marine, puisque tu nous fais des belles chroniques sur les dadas maintenant tous les mois, mais tu es aussi présidente de l'association auprès d'ici qui fait de la médiation animale. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ? Oui, effectivement. Effectivement, auprès d'ici propose entre autres de la médiation animale. En réalité, propose plein de choses qui permettent de pouvoir faire de la sensibilisation au bien-être animal. Pour le coup, moi, je voulais juste introduire en expliquant peut-être la différence entre la médiation animale ou les autres types équithérapie ou autres termes que vous avez pu entendre. Donc en fait, la médiation animale, ça englobe toutes les pratiques autour des animaux qui permettent d'avoir des aspects bénéfiques pour les humains qui le pratiquent avec. Et après, si on parle par exemple d'équithérapie, c'est un aspect donc thérapeutique, c'est dans le mot, qui donc doit être pratiqué avec des professionnels du milieu médico-social, bien évidemment, puisqu'il y a des objectifs médicaux à atteindre derrière. Là où d'autres disciplines comme l'équicoaching ou autres types de médiation sont plutôt dans un but soit de loisir, de détente ou même professionnel. Quelles sont réellement les compétences qu'on peut développer avec ça ? Est-ce qu'on peut développer ces compétences sociales, l'anxiété, l'endormissement ? Quelles sont, qu'est-ce qu'on peut travailler avec ça ? J'ai pu observer qu'effectivement, lors de ces rencontres animales, l'anxiété notamment était drastiquement diminuée. On peut le voir notamment dans les EHPAD, maisons de retraite ou certains accueils de jour où justement des équipes viennent avec des animaux pour essayer une médiation qui permet de sortir un peu de cet état d'esprit renfermé, on va dire, de soi vis-à-vis de sa problématique et d'être dans un contact un peu plus facilité du coup avec le lien animal. Donc je pense effectivement, je suis pas professionnel non plus dans ce milieu-là, mais pour l'avoir testé, que ça a un biais assez efficace sur l'anxiété notamment et sur
un rapport d'activité qu'on pourrait avoir en parallèle de ce lien-là, quoi. Pour compléter tes paroles et amener peut-être un élément de réponse de pourquoi est-ce que ça permet de baisser l'anxiété, par exemple, eh ben, l'anxiété, elle est beaucoup, alors, de mon vécu en tout cas, due à de l'anticipation sur ce qui va se passer ou sur ce qui s'est passé. L'avantage des animaux, c'est qu'ils vous obligent à vous reconnecter dans le présent. Parce que eux, ils sont uniquement dans le présent. Leur cerveau n'est pas, en tout cas pour les chevaux, n'est pas du tout en capacité de réfléchir à ce qui s'est passé avant ou ce qu'il va y avoir après. Ils sont dans l'instant T. Et vu que vous êtes dans l'urgence déjà d'assurer de votre sécurité, parce que avec les animaux, voilà, la communication, on la connaît pas toujours, donc il y a un aspect de sécurité. Mais aussi le fait de devoir profiter de l'instant parce que ça va pas durer, bah ça vous oblige à être là et à connecter vraiment avec le présent et avec l'animal que vous avez en face de vous. Donc vous avez plus tellement le temps et les neurones disponibles pour aller faire de l'anxiété. Oui, en fait, je voulais un peu rebondir sur ce que vous étiez en train de dire et ajouter un autre truc. Tout d'abord, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, que je voulais faire de la médiation canine avec mes chiens. Donc, c'est un truc qui est toujours dans un coin de ma tête, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire. Même si j'en ai fait un petit peu ici au GEM, avec Ruby principalement. Et un autre truc aussi que je voulais ajouter, c'est j'ai vu un article, je sais pas quand ça date, c'était au Danemark, je crois. Je sais plus, un pays du Scandinave. En fait, ils font, alors je sais plus si c'était des autistes ou des dyslexiques, je sais plus trop quoi, qui lisent des histoires aux chiens, parce que le chien, il va pas les juger, il va les écouter et voilà. Donc voilà, c'était un peu ce truc-là que je voulais dire. On a aussi l'utilisation de ces chiens, notamment dans des services un peu sensibles, on va dire. Je sais que j'ai été dans une association qui s'occupe d'enfants maltraités, où il y a la présence d'un chien qui vient compenser et qui va autour du chien. L'enfant va se sentir plus serein pour dialoguer avec les adultes qu'il ne connaît pas. Et tout ça, c'est... Voilà. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est... Oui. La médiation, elle peut servir dans énormément de domaines. Moi, ce que tu parles là, effectivement, c'est un schéma connu. Mais la médiation peut aussi servir, par exemple, dans les établissements pénitentiaires. Parce que l'animal va mettre en face de ses propres responsabilités. Parce que tout ce qu'on va faire auprès d'un animal aura une conséquence. Des chats, oui, j'avais vu ça, des chats. Des chats, des chevaux, des chiens, des oiseaux. Ça peut être avec n'importe quel animal, parce que dans tous les cas, ça permet de se remettre un petit peu en perspective et d'avoir une autre posture que celle qu'on aurait avec des humains. On n'y a pas forcément pensé, mais aussi le rapport avec les profils TSA, ou en tout cas sensoriels, c'est le rapport tactile avec les animaux. Le fait de faire des séances comme ça de médiation animale, ça permet de débloquer certaines choses et d'avoir avec l'animal ce qu'on peut pas avoir avec l'humain. C'est un rapport plus proche, on va dire, de proximité, et de travailler justement sur ces blocages-là. Ce que je disais dans ma chronique au tout début de l'émission, c'est vrai pour d'autres autistes, en fait. Ça nous aide ça peut nous aider, en tout cas, à communiquer, que ce soit communiquer directement avec le chien, et que ce soit de façon corporelle ou de façon verbale. En tout cas, j'ai vu ça aussi, pareil, un autre article qui parlait là, c'était vraiment les autistes un peu plus lourds dans le spectre, qui communiquent avec des chiens et pas avec des humains, et parce que voilà, c'est plus facile de communiquer avec un chien. Et il y a aussi ce mouvement corporel avec le chien qui n'ont pas avec les humains. Et puis ça permet aussi, ça permettait en tout cas des fois de discuter aussi avec des adultes, avec d'autres personnes ou avec d'autres enfants, à travers le lien avec l'animal. Il y a un lien particulier qui peut se faire avec certains animaux. Bon, Marine, ça va te parler. Je parlerai principalement du cheval. On a pu faire avec le GEM plusieurs sorties justement où on avait ces médiations équines. Et j'ai un lien particulier avec les chevaux qui est difficilement explicable. Par le contact, j'arrive à être plus facilement compris,
Alors c'est un échange qui est, comme je le dis, c'est difficilement explicable, mais il y a ce soulagement aussi d'être en tant qu'espèce vivante compris de manière très simple, sans avoir à se dépatouiller pour se justifier, pour trouver des liens sociaux qui sont avec le cheval, c'est très fluide et naturel de pouvoir rentrer en communication et de partager des choses qui sont presque élémentaires au primaire en tout cas dans le rapport du vivant, quoi. Et c'est en tant qu'être humain lambda, sans pathologie quoi que ce soit, le fait de simplifier une communication et de se sentir vraiment compris et à l'écoute, c'est quelque chose de libérateur sur tout un tas d'aspects, quoi. Ça te parle, Marine, ça ? J'entends tout à fait le fait que tu trouves que avec le cheval en particulier, il y ait ce match particulier en médiation plus qu'avec un autre animal. Pour les personnes TND, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent parce que le cheval a cette capacité en plus, enfin particulière sur cet animal-là, mais qui existe peut-être sur d'autres que je maîtrise moins, mais qui est qu'il est une vraie éponge émotionnelle. C'est-à-dire que le cheval, il va absorber absolument tout et son but à lui, c'est de passer un bon moment dans ce qui se passe. Donc effectivement, avec des personnes anxieuses, il a cette capacité qu'on n'explique pas tellement à absorber toutes ces choses négatives et à nous reconnecter et dire ok, on va se focaliser sur du positif plutôt, on va faire des choses pour que ça aille mieux et rien qu'un cheval immobile à la tâche avec lequel on va juste passer du temps, lui raconter sa vie et écouter sa respiration et pouvoir toucher son poil, sa chaleur, etc. Ça va tout de suite avoir des bénéfices concrets sur tout un tas de choses. On parle beaucoup des chevaux et c'est intéressant, mais Approche-toi, Jérôme. Beaucoup d'espèces animales ont des capacités à soigner subtilement les maux humains. Je pense notamment aux chats. Il y a beaucoup La ronron-thérapie. La ronron-thérapie. Pas spécialement la ronron-thérapie, mais des capacités phénoménales que le chat peut avoir pour ressentir le mal-être d'un humain et venir tenter de les soigner. Je prends par exemple quelqu'un qui aurait des problèmes digestifs, par exemple. Le chat va facilement venir vers lui et s'allonger pour justement soulager l'humain là où il a des difficultés. C'est assez extraordinaire en fait. Aurélie ? Tout à fait. Non, mais je vais essayer de me dépêcher. Non, c'est que je me disais, c'est intéressant de parler d'autres animaux et aussi au-delà de ce qui est émotionnel, je fais partie des personnes qui, j'ai eu plusieurs types d'animaux. J'ai eu beaucoup de serpents. J'étais partie avec un et j'ai eu 40 terrariums, bref, au plus vite. Et en fait, au-delà de l'aspect émotionnel, etc., qu'on ne retrouve pas vraiment avec des serpents, hein, ce ne sont pas des animaux qu'on passe notre temps à caresser, à en retirer les poils. Enfin bon, bref, ça se passe pas comme ça. Je vous jure, ça n'a pas de poils. Et non, c'est qu'en fait, moi, ce que j'avais adoré, c'est ce sont les apprentissages, je vais appeler ça techniques, que ça m'a apporté. Au niveau sensoriel, parce que le toucher est différent. La façon de se mouvoir du serpent est différente. La gestion de l'imprévisibilité, puisque avant qu'on arrive à repérer des patterns et des schémas, contrairement à un chat ou un chien, ça s'assoit, ça se met debout, ça s'allonge, là, un serpent, il te file entre les doigts, il part à gauche, à droite, tu peux pas le deviner à l'avance. Enfin, ça m'a beaucoup aidé à gérer des choses dans mon quotidien, ce qui, pour moi, est une forme de médiation animale aussi. Bien sûr. Merci à tout le monde d'avoir partagé vos grandes expériences autour de ce sujet sur les animaux. C'est quelque chose qui, au GEM, arrive souvent comme solution, comme proposition de solution quand on a des conversations sur de nombreux sujets. On est arrivé à la fin, Ibrahima. Alors, si tu veux intervenir sur une chose, c'est possible. Et tu n'es pas en face du micro. Ah oui. C'est pour Marine. Est-ce qu'un cheval, c'est plus sensible qu'un chien ou un chat? Ça se mesure pas comme ça, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Et donc, merci d'avoir participé à cette table ovale. On se retrouve pour une nouvelle table ovale et de nouvelles thématiques pour le mois de mai. On enchaîne sur 2 chroniques que vous avez préparées encore. La prochaine, c'est la tienne, Jérôme. La chronique Akipik. Alors, le paradoxe, c'est que on a choisi ce nom, la chronique Akipik, à partir de cette chronique,
Et pour le coup, celle-ci, elle ne pique pas. Elle est tout aussi déglinguée, mais pour présenter un texte qui, à mon sens, est un texte d'une grande profondeur. Merci, on écoute ça tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de marcher sur les plates-bandes de notre chère présidente Aurélie. Je vais en effet essayer de philosopher un peu. Mais rassure-toi Aurélie, ma philosophie à moi n'est pas tout à fait la même que la tienne. Ce n'est pas la philosophie des beaux livres et des grands penseurs. Moi, c'est plutôt de la philosophie de terrain. Celle que l'on peut retrouver dans les propos de certains d'entre nous, à 2h du mat, ou même avant d'ailleurs, au bout d'un comptoir plongeant peu à peu dans l'obscurité, parce que le taulier en a un peu marre d'écouter nos conneries du style « De l'œuf ou de la poule, qui a apparu le premier ?» Ou encore « Il a dû en faire une sacrée tête le premier mec qui a chié. » Vous voyez le niveau. De la philosophie bien grasse, telle qu'on peut en trouver également à peu près dans les mêmes horaires au club échangiste à la Queue-Leu-Leu, rue de la Tricantroque. Je ne vous donnerai pas le nom de la ville, car c'est un club de haut standing, et je ne voudrais pas que des malotrus tels que vous s'y pointent pour ensuite se plaindre d'avoir mal au trou. Là où les corps se mélangent en toute lubricité, un peu partout dans ce haut lieu de rencontre, on peut entendre de belles réflexions philosophiques si on prête bien l'oreille. Même si la plupart des gens ne savent plus où donner de la tête, ils savent par contre encore donner de la queue. D'où le nom du club qui n'a effectivement rien à voir avec la funeste chansonnette de André Bézu, à la Queue-Leu-Leu, qui réveille nos instincts les plus bas dans les mariages lorsque la fréquentation de la piste de danse commence à laisser à désirer. Des réflexions telles que « Non, cette couille est à moi » ou encore « Josiane, tu n'aurais pas vu mon slip par hasard ?» C'est donc au bar du club échangiste à la Queue-Leu-Leu, rue de la Tricantroque, où j'avais atterri par hasard un soir en cherchant désespérément une salle de bowling et de snooker pour titiller de magnifiques boules en résine avec de belles queues de billard sur d'interminables bandes feutrées, que je me délectais d'une excellente gorge profonde. Pas la pipe nymphomaniaque durant laquelle votre partenaire se fait chatouiller les amygdales tout en essayant de respirer par le nez, mais une pinte de bière dans laquelle on a plongé délicatement un verre de cognac. C'est donc là que j'ai eu soudain cette pensée tout aussi profonde que le reste d'ailleurs. Mais quel est notre véritable but sur Terre, finalement ? Quel est le sens de notre pauvre existence ? Je dis bien sur Terre, car c'était avant l'arrivée au pouvoir des autistes, et la Terre ne s'appelait pas encore Dire. Le club est d'ailleurs fermé depuis, et les autistes l'ont transformé en un énorme escape game en l'honneur du jeu Tetris. Vous savez, le jeu où ils font imbriquer des trucs les uns dans les autres. Serait-ce une simple coïncidence ? Allez comprendre la symbolique. Bref, le genre de réflexion qui fait froid dans le dos quand ça vous tombe dessus comme ça sans prévenir. Il faut dire que mes souvenirs philosophiques du lycée sont assez vagues, car c'était une époque où je consommais beaucoup de cigarettes aussi coniques qu'iconiques, et nous préparions donc, mes amis et moi, nos devoirs de philo dans des vapeurs subtiles, en compagnie de Jim Morrison, pour tenter d'ouvrir avec lui les portes de nos consciences. Je ne pense pas qu'on y soit parvenu, mais c'était chouette quand même. Bref, je fus frappé d'effroi, et je ne repris mes esprits qu'au moment où je vis Josiane, un slip à la main, traverser la salle en criant « Robert, où es-tu ? J'ai retrouvé ton slip !» C'est en repensant à cette fameuse soirée que j'ai eu l'idée du texte qui va suivre. Histoire de remettre un peu de sérieux dans cette chronique un peu déjantée, je vous l'accorde. Ce texte est donc une profonde réflexion sur ce que nous sommes vraiment dans cet univers, et aussi et surtout sur ce que nous devenons. Notre passage terrestre est-il vraiment programmé, comme certains le pensent ? Ou bien sommes-nous juste de la chair, juste bonne à putréfier, une fois lâché notre dernier souffle, comme pensent ceux qui ne pensent pas le contraire ? Sommes-nous des êtres de lumière, ou de simples clients du club échangiste à la Queue-Leu-Leu, rue de la Tricantroque ? Nul ne le sait, et nous ne le saurons malheureusement pas tant que nous n'aurons pas passé l'arme à gauche. C'est pas faux, comme aurait dit notre cher Perceval de Camelot. Ce texte s'intitule « Tomber dans l'oubli ». Tomber dans l'oubli. On finit toujours, paraît-il, par perdre la trace,
de tous ces souvenirs qui s'empilent, puis qui s'effacent. Le temps nous joue des tours, on ne peut rien y faire, alors on disparaît un jour, on retourne à la terre. Tombé dans l'oubli, abandonné au temps, dépassé par le présent dans un futur indéfini. Tombé dans l'oubli d'un souvenir vibrant, dans les vapeurs subtiles d'une mémoire défaillante. On veut toujours monter, continuer à apprendre, mais de l'échelle de la renommée, on finit par descendre. Des cendres encore fumantes que l'on disperse dans le vent, nourrir des souvenirs en attente dans le labyrinthe du temps. Tomber dans l'oubli, abandonné au temps, dépassé par le présent dans un futur indéfini. Tomber dans l'oubli d'un souvenir vibrant, dans les vapeurs subtiles d'une mémoire défaillante. À force de vouloir par-dessus tout marquer de son empreinte notre furtif passage parmi nous dans cette humanité défunte, poussé par un désir permanent de devenir une référence, c'est dans un anonymat glaçant que l'on tire sa révérence. Tomber dans l'oubli, abandonné au temps, dépassé par le présent dans un futur indéfini. Tomber dans l'oubli d'un souvenir vibrant, dans les vapeurs subtiles d'une mémoire défaillante. Nous n'aurons donc jamais le droit à la reconnaissance éternelle? Si nous nous trompons de combat, les regrets restent immortels. Aurons-nous l'occasion de revenir, retenter notre chance? Une nouvelle histoire à écrire, une nouvelle quête de reconnaissance. Merci beaucoup, Jérôme. Un petit mot, si tu veux, tu peux. Prévenu que ça allait être profond. Ouais. Ouais, ça allait, c'était très beau. Merci, et on va enchaîner avec la dernière chronique de l'émission. Mais encore une fois, quelle chronique? Celle de Monsieur Ibrahima. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, bonjour les petits clous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2026 et une fois n'est pas coutume, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Je vais vous parler d'un événement historique qui s'est passé dans l'histoire de France au début du XVIIe siècle, un 24 avril. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, ne bâillez pas tout de suite, mais bâillez à la fin. Bon. Quand je vais vous parler d'un événement historique qui a trait à un événement qui s'est passé dans le royaume de France au début du XVIIe siècle, après l'assassinat d'Henri IV, le bon roi Henri, c'est ce qui s'appelle le coup de majesté de Louis XIII de Juste, son fils. Le coup de majesté de Louis XIII de Juste, un lundi 24 avril 1617, est la prise de pouvoir par le roi Bourbon qui a succédé à son père Henri IV le Grand, après son assassinat le vendredi 14 mai 1610, à l'âge de 8 ans et demi. Dès son avènement, Louis XIII est placé sous la régence de sa mère, Marie de Médicis, 1573-1642, jusqu'à sa majorité, proclamée début octobre de l'an 1614, plus exactement le 2 octobre. Il a eu 13 ans le 27 septembre de cette même année. Mais il a laissé après sa majorité officielle sa mère gouverner en son nom, jusqu'au coup d'État d'avril 1617. En prenant le pouvoir au nom de son fils, au printemps 1610, Marie de Médicis gouverne en négligeant ce dernier et en accordant aux grands du royaume, les seigneurs, les nobles, des pensions qui finiront par dilapider le trésor royal. Elle signe au printemps de 1614 le traité de Sainte-Ménéhould avec ces mêmes grands qui réclamaient la réunion des États généraux, c'est-à-dire la réunion des députés des 3 heures de la nation, noblesse, clergé et tiers États. En outre, elle appelle près d'elle sa sœur de lait à Florence, parce qu'elle était d'origine italienne, Leonora Dori, dite Leonora Galligagne. Et son mari, le Florentin Concino Concini. Elle nomme Concini maréchal d'Ancre alors qu'il n'a jamais porté l'épée, et le place à la tête du gouvernement et de plusieurs provinces. Louis XIII grandit solitaire,
Grandit solitaire, en manque d'amour maternel, fouetté pour un oui ou pour un non. Il se prend en affection pour un gentilhomme provençal, Charles d'Albert de Glines, 1578-1621, originaire de Pont-Saint-Esprit dans les Cévennes, aujourd'hui dans le département du Gard, qui devient son grand fauconnier, Influencé par de Luynes ou de Luynes, Louis XIII se décide à faire le sous-périlleux. Le roi lui disant que Concini, le favori de sa mère, le traite en quantité négligeable. Par exemple, il dit le Florentin, parce qu'il est d'origine florentine, conspire. Il m'humilie. Luynes pousse le roi à se débarrasser de Concini. Le lundi 24 avril 1617, alors que le Florentin entre au Louvre, il est abattu par le capitaine des gardes de Louis XIII, Vitry. Le roi aurait dit alors « Enfin, à cette heure, je suis roi ». Puis il exile sa mère, Marie de Médicis, à Blois, et disgracie son jeune secrétaire d'État aux Affaires étrangères, un dénommé Armand Jean Duplessis, ex-évêque de Luçon en Vendée, futur cardinal et duc de Richelieu. Voilà pour cette petite... j'ai pas trop voulu... c'était simple, court, précis. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai dit. Mais c'était pour vous dire tout simplement que ce coup d'État a écarté du pouvoir sa mère, qui était régente depuis son avènement de l'âge de 9 ans, et qu'il a commencé vraiment à régner à partir de 1117, alors qu'officiellement il est roi depuis 9 ans, depuis 7 ans, quoi. Il avait quel âge quand de son coup d'État ? 15 ans et demi. Purée, bah, mon fils, il fait pas la vaisselle quand il est pas content. Comme ça, il prend pas le pouvoir, c'est ça ? C'est ça, il fait pas un coup d'État parce qu'il est pas content. Mais comme c'était le roi et il voyait qu'on le brimait, il voyait... en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que il a agi comme Henri III avec Louis de Guise. Henri III a fait assassiner son adversaire, Louis de Guise, parce que c'était lui ou lui, quoi. Moi, je ne justifie pas l'assassinat, mais je suis du côté d'Henri III. Parce que si Henri III n'avait pas fait assassiner le duc de Guise aurait expédié Henri III, quoi. Mais blague à part, du coup, comment à 16 ans on peut diriger tout un pays et avoir les stratégies de guerre, des choses... Il était trop jeune, mais il a laissé... En fait, c'est le Luynes, tu savais, ce grand fauconnier, qui a poussé à se débarrasser de Concini. C'est lui qui sera un petit peu son mentor, qui va le guider jusqu'à un certain temps, quoi. Parce qu'il est trop jeune, il dit, je suis un premier ministre. En plus, il a fait pire que Marie Médicis avec Concini. Il a encore plus gâté, donné plus de fonctions, de pouvoir et d'importance à de Luynes que Marie Médicis l'avait fait avec Concini, quoi. On s'est rendu compte que Luynes était aussi nul que Concini, quoi. Et en fait, pour tout vous dire, après je termine là, c'est que le roi avait envoyé Luynes mater les protestants vers Montauban, et le roi Luynes est mort en 1621, le roi a 20 ans, et il se rend compte que il a perdu celui avec qui il avait confiance, il a un âge de comprendre les choses, et il fera appel à Richelieu après, quoi. Il fera vraiment appel à Richelieu, qui sera vraiment un... Oui, vas-y, tu veux dire ? Non, vas-y, finis. Ce sera un binôme. Louis XIII et Richelieu seront vraiment tous les deux comment vous expliquer ça? Louis XIII et Richelieu seront complémentaires, quoi. Vas-y. Merci, Brahima. Pour rebondir sur le thème de l'émission, les animaux tuent pour se nourrir, et on s'aperçoit à travers tes chroniques que les hommes, ils tuent pas que pour le plaisir, ils tuent aussi pour se débarrasser de ceux qui les font chier. Sauf que Concini, elle se débarrasse, tenait le roi pour quantité négligeable. Peut-être lui, Concini, comme le duc de Guise avec Henri III, Louis XIII était en état de légitime défense. C'était lui, quoi. C'était moi. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que t'as en mémoire d'autres événements qui se sont passés dans l'histoire un 24 avril? J'ai pris ça, mais il y a le plus proche était l'anniversaire de la reine Elisabeth II le 21 avril, mais j'ai pas voulu prendre Elisabeth II. Elle aurait eu 100 ans le 21 avril, mais j'ai pas voulu prendre ça, quoi. Ouais. J'ai pris ça pour...
Et bon anniversaire à ma grand-mère qui est née le 17 avril 1926. Bon anniversaire à elle. Presque comme Elisabeth II. Exactement. Merci beaucoup Ibrahima d'avoir partagé ça avec nous. J'ai été content et heureux de vous faire part de mon petit plaisir. Mais pour tout vous dire, c'est que Concini aussi, il était détesté, pas seulement par Louis XIII et les grands du royaume, le peuple haïssait, on méprisait ses origines italiennes, son côté parvenu, on s'est déchiné sur sa dépouille après sa mort, et sa femme Léonora Dori, on l'a accusé de sorcellerie, et on l'a fait décapiter le 8 juillet 1617. Quoi. Bon débarras. Il est parti, les barbels. Ok, merci. C'est maintenant la fin de l'émission. Oh c'est le moment de se dire au revoir. Oh ça pourrait durer longtemps. Comme ça. C'est vrai. Est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot aux auditeurs, aux gens qui nous regardent sur YouTube? Alors, à part merci, en vrai, c'était pas. Enfin, j'avais surtout envie de remercier Nathalie parce que sa présence a été, je trouve, incroyable. On sait que c'est une belle personne et en fait, aujourd'hui, ça n'a fait que le confirmer. J'espère qu'il y a des personnes. Enfin, je ne doute pas qu'il y ait des personnes qui l'aient entendu, qui se soient dit mince, si moi aussi je commence à me poser ce genre de questions, ça peut être intéressant, ça peut être marrant. Voilà. Oui, je pense que Nathalie, c'est... Comment vous dire, ça m'a un peu touché ce qu'elle m'a dit. Quand elle dit j'aime l'humain, j'aime le... Ça me parle beaucoup, quoi. Je veux dire... C'est la première fois qu'on invitait une intervenante et je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place assez régulièrement parce que c'est très enrichissant. Moi, j'ai découvert son univers, son apport sur l'aspect social dans les quartiers et ça, c'est vraiment très, très vibrant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient dire Un dernier mot. Comme c'est la clôture de l'émission, je vais vous dire waf waf. Waf waf. Voilà. Bah, moi, je fais un clin d'œil à ma fille. Hein. Hip hip hip, coin coin. Voilà, c'est pour toi. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On se retrouve donc le vendredi 29 mai à 14h45. On a décalé un petit peu l'horaire sur YouTube. Et le 3 juin pour l'émission de mai, donc sur Style FM, le mercredi 3 juin à 14h. Je vais laisser s'enchaîner les deux jingles de fin et la musique pour nous dire au revoir. C'est John Carpenter, Alive After Death. Sur la même longueur d'onde. STYLFM, Style FM, 89.7 et 98.1.